create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Vous êtes à Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal. Cet après-midi, on a la chance d'avoir une sommité parmi nous, Monsieur Jacques Priol de Civiteo, pardon. Il va nous présenter une classe de maître sur la vision de la France, retour sur 250 projets d'intelligence artificielle au service des villes. Monsieur Priol, c'est à vous. Merci. Bonjour, ravi d'être avec vous pour cette présentation. Celles et ceux qui sont ici à Montréal, c'est un petit peu l'heure de la pause déjeuner. Merci d'être là et puis d'être venus avec vos sandwichs. Et puis, je salue toutes celles qui nous suivent et ceux qui nous suivent en ligne et notamment en Europe. Je vais vous parler de ces projets, effectivement, qui sont conduits aujourd'hui en France dans des villes sur l'usage de l'intelligence artificielle à partir d'une double expérience. D'un côté, je suis effectivement, comme ça a été dit, président de Civiteo, qui est un petit cabinet de conseil qui travaille au quotidien avec les communes pour les villes, pour les accompagner dans la gestion des données et de l'intelligence artificielle. Et en même temps, je suis cofondateur de l'Observatoire Data Publica, qui est une structure à but non lucratif, dont je dirai un mot tout à l'heure, et qui a publié un certain nombre de travaux sur ce qui se passe depuis pas très longtemps, depuis 12 mois, 18 mois, dans beaucoup de villes. L'Observatoire publie chaque année un baromètre qui permet de mesurer l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle maintenant dans les services publics, en même temps des cahiers de recherche, et puis organise des débats et des conférences. Tous nos travaux sont disponibles sur le site internet que vous avez à l'écran et ils sont gratuitement téléchargeables. Et le dernier cahier que nous avons produit s'appelle « IA et territoire, après la découverte, le temps des premiers choix ». Et nous avons rassemblé dans ce cahier à la fois notre expérience pratique professionnelle, une forme de recherche appliquée, et en même temps les travaux de l'Observatoire avec une grande enquête auprès de plusieurs centaines de villes. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant, à travers des outils, des analyses, des difficultés qui ont pu être rencontrées, et on va essayer de faire un petit peu ce point d'étape après une première année un petit peu d'engouement, de folie, diront certains, avec des choses très spectaculaires, des choses peut-être un petit peu plus inquiétantes. Dans le baromètre de l'Observatoire Data Publica, nous posons chaque année la question à nos villes de savoir qu'est-ce qu'elles utilisent comme data et qu'est-ce qu'elles utilisent comme IA. En 2024, il y a un an exactement, nous avions 36% des villes françaises qui nous disaient avoir commencé à tester des projets d'intelligence artificielle dans leur gestion quotidienne. Une précision pour vous ici au Québec, quand on dit les villes en France, il y a 36 000 communes en France, énormément de petites villes de moins de 3 000 habitants. Et quand on dit que plus d'une sur 3, 36%, ont commencé à tester des systèmes d'intelligence artificielle, c'est y compris ces toutes petites communes. On va voir derrière ce que ça signifie. Et puis 15% d'entre elles nous disaient, il y a un an maintenant, on n'a pas commencé, mais on va le faire dans les 12 prochains mois, ce qui devrait nous amener aujourd'hui, en octobre 2025, avec au moins 50% de villes qui ont commencé à tester de l'IA. Le baromètre 2025 n'a pas encore été rendu public. Il sera présenté en ligne dans quelques semaines, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons très largement dépassé ces prévisions. Aujourd'hui, quasiment, peut-être pas la totalité, mais au moins 3 villes sur 4 a commencé à utiliser des systèmes d'IA, ce qui montre un engouement qui est certain, qui est spectaculaire et qui est très nouveau par rapport à l'ensemble des autres innovations numériques que nous avons pu connaître dans le passé.
qu'il s'agisse des dispositifs de territoire connectés, ville intelligente, qu'il s'agisse de l'arrivée de nouvelles formes d'outils logiciels dans la gestion des métiers du service public, qui bien souvent prennent quelques années à se diffuser à partir en général des grandes métropoles qui vont investir les premières sur des systèmes qui peuvent coûter cher, avant que par de la mutualisation, de la réduction progressive des coûts, de la formation, des villes plus petites puissent en bénéficier. Avec l'intelligence artificielle, nous assistons à l'irruption simultanée de ces outils, et vous l'avez compris, j'anticipe un tout petit peu, mais vous le savez, notamment à cause ou grâce à l'IA générative, l'irruption simultanée de ces nouveaux outils numériques dans des administrations publiques de toutes les tailles. Autre caractéristique importante, c'est que les motifs d'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle sont là aussi simultanément et immédiatement très variés. Quand on parle d'usage de la data, d'innovation numérique dans nos villes, on pense souvent à la ville intelligente, à la Smart City, et on pense en particulier à ces métiers qui sont les fonctions urbaines, les métiers de flux, dans lesquels de tout temps on utilise de la donnée, et on a sophistiqué ces 10 dernières années les dispositifs qui sont à notre disposition pour ce faire. La gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des déplacements et de la mobilité, la gestion des déchets, ici au Québec, le déneigement, tous ces métiers qui nécessitent de la logistique, de la mesure, du suivi, du flux, donc de la data. Et évidemment, s'il y a beaucoup de données, on a un terrain propice pour utiliser maintenant des outils d'intelligence artificielle pour en optimiser la performance. Il se trouve qu'en vérité, dans notre enquête, nous voyons que l'on teste aujourd'hui des systèmes d'IA dans tous les métiers du service public local, et pas uniquement dans ces métiers où on avait l'habitude de faire de l'innovation numérique. Nous avons publié dans le cahier de recherche que je citais tout à l'heure une cartographie. Je ne vais pas vous détailler chaque exemple, on n'en aurait pas le temps, mais on a une carte de très nombreux cas d'utilisation de l'IA que nous avons pu observer en 18 mois dans une 50aine de villes de tailles différentes en France, d'abord dans des métiers de l'administration. Je vais prendre un exemple. La commande publique, je crois qu'au Québec, on dit l'approvisionnement. On a aujourd'hui des solutions qui sont proposées pour, par exemple, aider les collaborateurs administratifs à rédiger des cahiers des charges avant de faire de l'achat public. On a aussi des outils qui proposent d'analyser les offres des entreprises pour gagner du temps et préparer la décision d'attribution des marchés publics. Mais attention, je me permets de le dire, moi je dirige une entreprise, on a aussi des mêmes outils qui nous sont proposés à nous pour répondre aux appels d'offres. Et si à un moment donné, les cahiers des charges sont rédigés par une IA, les offres sont rédigées par une IA, et l'analyse des offres se fait par une IA, je pense qu'on aura un petit problème, il faudra qu'on s'en parle. On a aussi énormément de choses sur l'assistance juridique, ça vient simultanément dans le monde du public et dans le monde du privé. On a tous vu beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les grands cabinets d'avocats avec l'IA générative. L'action du service public, et c'est vrai, pas uniquement en France, c'est vrai ici au Québec, on travaillait hier avec un certain nombre de villes québécoises. Ici à Montréal, le fonctionnement du service public utilise beaucoup de production écrite, de standards, de normes, de production qui peut être accélérée par de l'IA générative avec un certain nombre de difficultés. Je vais y revenir bien sûr. Des éléments arrivent en matière de finances. Tous les métiers de la gestion de la ville connectée, excusez l'anglicisme de Smart City, pour économiser de l'énergie dans les bâtiments publics, pour réduire la consommation d'eau, pour améliorer les circulations, pour gérer le patrimoine public, pour les règles d'urbanisme. Énormément de choses sont aujourd'hui projetées, imaginées comme pouvant être faites avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais aussi sur d'autres métiers qui ont trait à l'éducation, qui ont trait à la culture, qui ont trait à l'action sociale. On voit des projets se multiplier. Je passe rapidement pour ne pas tout vous détailler et je vous incite à télécharger ce cahier de recherche. La gestion des espaces verts, la gestion de l'environnement, la mobilité, les diagnostics de voirie, chaque année pouvoir faire passer un véhicule équipé d'une caméra qui va automatiquement détecter les nids de poules, qui va automatiquement faire des diagnostics de voirie, qui va y compris permettre de planifier les réparations. C'est un sujet qui concerne les grandes villes, bien sûr, mais aussi les toutes petites villes. Nous avons aujourd'hui en France des petites villes dans le milieu rural qui utilisent, et ça va peut-être vous paraître surprenant, une voiture bien spécifique qui passe régulièrement dans toutes les rues. C'est la voiture des facteurs de la Poste. On a aujourd'hui des voitures
des facteurs qui sont équipés de caméras avec de l'intelligence artificielle pour faire du diagnostic de voirie. Il y a tous les enjeux de sécurité et notamment tout ce qui concerne l'intelligence artificielle embarquée dans des caméras, ce qui n'est pas très recommandé. Les autorités européennes en matière de respect de la vie privée, le fameux RGPD, et pour vous ici, la loi 25 n'aime pas trop voir des systèmes d'intelligence artificielle embarqués dans les caméras. Par contre, on a beaucoup de villes aujourd'hui qui expérimentent de l'intelligence artificielle à côté des caméras, qui vont analyser des images, parfois pour détecter des anomalies et permettre des interventions des services techniques sur la voie publique, mais aussi pour des questions de sécurité. Ce sont des sujets qui, vous le savez, font débat et font polémique par rapport à des logiques de surveillance. On va se parler tout à l'heure du règlement européen en la matière. Un autre sujet dans lequel on a énormément d'exemples de projets, j'anticipe un peu, ce sont des projets, on a un peu moins d'exemples de mise en œuvre opérationnelle, c'est l'utilisation de l'IA dans la relation avec les usagers du service public. Et notamment tous les robots conversationnels, tous les chatbots qui peuvent être imaginés, qui peuvent être écrits ou vocaux, qui visent à renseigner les usagers sur les conditions d'accès à tel ou tel service. Beaucoup de débats aujourd'hui en France, peut-être sont-ils identiques ici au Québec et dans les autres pays qui participent à cette édition cette semaine, de savoir si ces outils sont suffisamment performants pour qu'on les mette directement à disposition des usagers, au risque que parfois ces outils fassent des erreurs et que cela puisse avoir y compris des conséquences juridiques dans une décision qui aurait été de fait prise par une intelligence artificielle et qui concerne les droits des usagers du service public. Ou alors, si ces chatbots doivent être mis entre les mains des agents du service public qui sont plutôt derrière le guichet et qui vont devoir les utiliser pour accéder plus rapidement eux-mêmes aux informations qu'ils doivent donner. C'est des débats qui sont importants. Nous vivons aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique, une expérimentation autour d'un système assez sophistiqué qui s'appelle Albert, qui est un chatbot qui a été entraîné avec l'ensemble des bases de connaissances des règles du service public français. On a un site internet que les habitants de notre pays connaissent bien, qui s'appelle servicepublic.fr, qui comporte des bases de documentaires extraordinairement variées dans tous les domaines d'intervention publique. Eh bien, Albert a été entraîné avec cette base de connaissances et il est aujourd'hui en expérimentation dans un certain nombre de services publics. Le taux de performance de ces systèmes, et je ne le dis pas pour Albert, je le dis de manière générale, vous le savez pour celles et ceux d'entre vous qui travaillent sur des systèmes d'entraînement de ces chatbots avec IA générative, c'est que pour arriver à un taux de réponse réellement très élevé, il y a de très nombreux obstacles techniques, et y compris parfois des systèmes qui dérivent dans leur propre programmation. Et je le dis souvent à des décideurs avec lesquels nous travaillons, si vous avez un agent public derrière un guichet qui fait 30% d'erreurs dans les réponses qu'il donne aux usagers, vous n'allez pas le laisser derrière le guichet. Si c'est une intelligence artificielle qui fait 20, 25, 30% d'erreurs, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on pilote tout ça? Nous avons aussi essayé de comprendre, dans la cartographie que j'ai présentée là, à quoi servent et à qui servent ces intelligences artificielles. Et on a détourné un diagramme que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui avait été imaginé par le cabinet Gartner pour l'adapter à notre contexte de collectivité territoriale, de ville, en se disant, est-ce que les intelligences artificielles qu'on commence à tester avec ce vrai engouement, cet effet de mode qui est indéniable, et aussi cette envie de bénéficier de ces outils à fort impact, est-ce qu'ils sont d'abord là pour renforcer des politiques publiques qui existent, ou est-ce qu'on les utilise pour inventer de nouvelles manières de faire du service public? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que ce sont des IA qui vont avoir un impact immédiat et direct pour les usagers, ou est-ce que ce sont surtout des IA que l'on va mettre en place pour aider les agents publics à faire leur travail au quotidien? Et on voit que nos dispositifs que nous avons observés pendant ces 18 mois sont surtout dans le quartier en bas sur la gauche, du renforcement des politiques publiques existantes et plutôt des outils mis à disposition des agents publics qui d'ailleurs parfois en font la demande et qui d'ailleurs parfois n'en font pas la demande mais les utilisent eux-mêmes à travers ces usages discrets que l'on appelle le shadow AI, très répandu. On considère dans les villes françaises aujourd'hui, on a fait des tests avec des directeurs de systèmes d'information qu'on a entre 30, 40, parfois jusque 50% des collaborateurs
qui se connectent au moins une fois par semaine sur le site d'OpenAI. Alors ça ne veut pas dire qu'ils utilisent ChatGPT en continu pour leur travail, ça sert peut-être aussi à préparer son week-end, mais c'est quand même des choses qui sont tout à fait nouvelles. Donc on est plutôt sur l'utilisation de l'IA pour améliorer les politiques publiques. Et puis, un point important, j'ai employé le mot de test, d'expérience. Une chose très importante, au 31 décembre 2024, on a fait le bilan de tous les projets que nous avions observés pour voir combien d'entre eux avaient passé l'étape du test et seulement 20% d'entre eux avaient été mis en production. Le premier réflexe qu'on peut avoir face à ça, c'est de se dire, c'est parce que c'est du service public. Ils ne sont peut-être pas très performants. Il n'y a que 20% des projets qui passent en production. Mais quand on regarde les études publiés ici sur le continent nord-américain, en Europe, dans le monde de l'entreprise, des grands groupes privés, c'est pareil. On est entre 15 et 20% de projets d'IA qui, au bout de quelques mois, franchissent l'étape des tests pour passer en production. Ça ne veut pas dire que les 80% n'ont servi à rien et sont complètement abandonnés. Ça veut dire qu'on a rencontré des difficultés que l'on va essayer de corriger, d'améliorer, et on va faire basculer le système vers d'autres finalités avec d'autres moyens. Et souvent, on me dit, mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux attendre que d'autres, peut-être, se soient plantés à notre place avant de se lancer? Pas du tout. Mais en tout cas, je considère pour ma part qu'aujourd'hui, toutes les administrations publiques que nous accompagnons, qui débutent dans l'IA par des projets, des tests, etc., apprennent énormément de choses et vont surtout apprendre, on va y revenir, à ce que leurs agents publics sachent travailler avec une IA qui n'est pas quelque chose de tout à fait anodin. Parmi les difficultés qui sont rencontrées, on a posé la question dans le baromètre auprès de quelques centaines de collectivités de savoir quels étaient les freins à l'adoption de l'IA en différenciant celles qui n'ont pas commencé l'IA et celles qui se sont déjà engagées. On voit par exemple que la question du manque de compétences, du manque de moyens financiers peut être un obstacle. Je ne vais pas tout vous commenter. Je vais m'arrêter sur un point, qui est celui de la data. Vous l'avez compris, c'est notre métier de départ chez Civiteo. On constate que, c'est les chiffres 2024, 19% des villes qui n'ont pas commencé dans l'IA nous disent ça ne sera peut-être pas simple, on aura peut-être un problème de data pour faire fonctionner les IA. Mais 38% de celles qui ont commencé nous disent on avait carrément sous-estimé la question de la donnée. Et l'une des difficultés majeures que l'on rencontre, c'est que beaucoup d'intelligence artificielle adaptées aux missions du service public dans nos villes nous sont présentées comme étant immédiatement utilisables, immédiatement efficaces. Il y a un petit peu de surpromesse, je me permets de le dire, y compris dans le marketing des uns et des autres. Et on sous-estime le fait que ces systèmes, a priori sur une étagère, pour bien fonctionner, ont besoin d'être adaptés au contexte, aux données, aux politiques publiques des uns et des autres. Et il y a un effort important d'orchestration de ces propres données qui doit être effectué en amont pour que ça marche. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'un système bien organisé, bien orchestré, qui va bien fonctionner à l'instant T, pour pouvoir être fiable dans la durée, doit continuer à être l'objet d'une attention soutenue et notamment à être alimenté par des données de qualité mises à jour selon les systèmes, parfois en temps réel, avec des granularités parfois très différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire, par exemple, pour publier des données en open data. Donc ça, c'est un point important qui ressort également de nos enquêtes. Nous avons complété ce travail d'observation d'un travail pratique avec une cinquantaine de villes de tailles différentes pour les accompagner dans la manière dont on se saisit de ces intelligences artificielles. Et les travaux que nous avons conduits et que l'on a essayé de restituer dans des outils qu'on a rendus publics en licence ouverte s'inscrivent dans un cadre particulier qui est celui de l'IA au service du bien commun, au service de l'intérêt général, qui n'est pas exactement la même chose que l'IA au service de la performance économique et du business, du développement commercial, même si des choses se rejoignent bien évidemment en termes de méthode. Mais il y a des enjeux spécifiques et il y a des travaux qui existent, notamment ici au Canada, au Québec. Je me permets quelques clins d'œil en citant la déclaration de Montréal qui était évoquée sur cette scène ce matin, qui date de quelques années mais reste ô combien d'actualité,
en saluant les travaux de Lobvia et de quelques autres. On sait que la manière d'utiliser de l'IA quand on travaille pour l'intérêt général nous oblige à examiner un certain nombre de choses. Je ne vais pas tout vous détailler, mais m'arrêter sur 2 ou 3 sujets. Le premier sujet, c'est la manière dont on prend en compte l'impact environnemental des intelligences artificielles. Une entreprise peut bien sûr le prendre en compte, c'est peut-être moins dans ses missions et dans ses obligations. Le service public, lui, a une obligation à le faire. En France, de façon spécifique, depuis le 1er janvier 2025, toutes les villes de plus de 50 000 habitants ont l'obligation d'adopter une stratégie numérique responsable qui les oblige à limiter l'empreinte carbone de leurs outils numériques. Il y a une espèce d'injonction contradictoire à devoir limiter l'empreinte carbone de ces outils numériques et en même temps une injonction à dire mais il faut utiliser de l'IA. Ce n'est pas simple. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Environnement, d'abord en France, mais je sais que ce document aujourd'hui est l'objet de coopérations et d'échanges internationaux, notamment au titre des coopérations France-Canada sur l'intelligence artificielle, a publié un référentiel technique qui s'appelle le référentiel de l'IA frugale. L'IA frugale, c'est un oxymore, c'est comme un silence assourdissant. Il y a plein de questions derrière. Il y a la question de savoir aussi si une ville a la capacité de mesurer l'empreinte énergétique des IA qu'elle utilise, ce qui n'est évidemment pas évident, même s'il y a de plus en plus d'outils disponibles maintenant, et nous avons eu l'occasion d'en utiliser un certain nombre. Il y a aussi la possibilité d'exiger des clauses de transparence auprès des entreprises de services numériques qui développent les systèmes d'IA qui vont être utilisés, et c'est des choses, y compris, qui vont être progressivement sans doute des contraintes juridiques. Une intelligence artificielle qui consomme beaucoup d'énergie, si elle sert à réduire la consommation énergétique des bâtiments publics, eh bien, ce n'est pas très compliqué d'en faire la balance. Si elle consomme plus que ce qu'elle fait économiser, l'IA la plus frugale, c'est celle qu'on n'utilise pas. Mais une intelligence artificielle qui permettrait d'économiser de l'eau, par contre, comment est-ce qu'on pèse les choses? Et dans d'autres domaines, par exemple en matière de santé, une IA qui consomme énormément d'énergie mais qui permet de faire progresser la santé, eh bien, c'est des questions qui ne sont pas des questions simples. Ce sont des questions éthiques, des questions politiques au bon sens du terme. Il y a l'enjeu de la souveraineté, qui est un enjeu important, je le sais, pour vous ici au Québec également. Vous avez un voisin au sud, peut-être un peu encombrant sur ces sujets-là, très présent sur beaucoup d'outils que nous utilisons également en France. La question de la souveraineté, quand on est un service public de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, on a des conseils ou des consignes. Le Conseil d'État en France nous dit qu'il faut que l'IA publique préserve la souveraineté de la France. Quand on est une mairie de 40 000 habitants, qu'est-ce que ça veut dire que de devoir préserver la souveraineté de la France? Avec des IA, quand on a Copilot de Microsoft sur les postes de travail, quand on a des agents qui utilisent ChatGPT, vous savez peut-être, on a un LLM français qui s'appelle Mistral. Comment on traite tout ça? La question qui se pose avant tout, c'est ce que, pour notre part, nous appelons la souveraineté publique locale. C'est la capacité que le service public va avoir à maîtriser les outils qu'il utilise, pour être capable de rendre compte des outils qu'il utilise. Et notamment par rapport à un sujet qui est celui de la protection de la vie privée, souvent, les villes nous disent « Mais alors, vous nous conseillez d'utiliser quoi ?» Plutôt des LLM dont on sait qu'ils sont de conception européenne et dont les données restent en Europe, puisque c'est une garantie de protection du RGPD. Mais si on utilise des LLM américains, il se passe quoi? Eh bien, la conséquence, ce n'est pas qu'il faut interdire les LLM américains. La conséquence, c'est qu'on ne va pas les utiliser pour la même chose. Et que dans une collectivité, dans une ville qui utilise les versions professionnelles d'OpenAI aujourd'hui, eh bien, on va interdire aux agents publics d'utiliser ces LLM pour un certain nombre d'usages, notamment avec des documents qui comportent massivement des données personnelles des usagers du service public. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait le faire avec Mistral, mais on peut le faire dans des conditions différentes. Donc le sujet, ce n'est pas tellement d'être tout seul en tant que service public local, le grand défenseur du système ou d'un système de souveraineté, mais en tout cas, c'est de contribuer avec lucidité à encadrer les usages. Alors en matière d'encadrement, en Europe, nous avons, certains, j'en fais partie, disent plutôt la chance, d'autres s'en plaignent, mais nous avons aujourd'hui une réglementation européenne extrêmement forte sur l'intelligence artificielle. Elle a fait débat, c'est le AI Act, le règlement européen sur l'IA. Le législateur européen a raisonné en 2 temps. D'abord en se disant,
on ne va pas réussir à réglementer les technologies. Le temps de la réglementation est trop long et les technologies évoluent trop vite. Le temps de régler quelque chose, on aura eu 4 versions supplémentaires qui seront sorties. Donc le choix qui a été fait, c'est de réglementer les usages. Et quels que soient les systèmes d'IA utilisés, aujourd'hui en Europe par exemple, il est jugé inacceptable d'utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de la notation sociale, comme cela peut exister en Chine. Il est tout à fait jugé comme inacceptable, par exemple, de faire de la police prédictive, d'avoir des algorithmes d'IA qui vont calculer de façon autonome des risques de récidive, par exemple, qui vont conduire, comme cela peut exister dans certaines villes aux États-Unis, que l'on va mettre de façon permanente quelqu'un pour surveiller telle ou telle personne. D'autres systèmes sont considérés comme présentant des risques élevés, notamment tout ce qui concerne l'identification biométrique. Et aujourd'hui, en Europe, il est interdit de faire, par exemple, de la reconnaissance faciale en temps réel à la volée dans l'espace public. Aucune caméra dans l'espace public en Europe aujourd'hui n'est autorisée à faire de la reconnaissance faciale. Ce n'est pas une décision des pouvoirs locaux, c'est tout à fait interdit à l'échelle européenne. Alors après, il peut y avoir des exceptions dans certaines circonstances, et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une loi spécifique en France pendant les Jeux Olympiques à Paris, où un certain nombre de choses ont été expérimentées, même si ça n'était pas de la reconnaissance faciale. Et puis après, il y a d'autres sujets sur lesquels il y a des risques qui sont considérés comme étant limités, qui vont devoir donner lieu notamment à de la transparence. On a beaucoup parlé de ce texte parce que, d'une certaine manière, il opposait l'innovation d'un côté et la réglementation, la protection de l'autre. On en a moins parlé pour toutes les mesures qu'il comporte et qui se mettent en œuvre petit à petit, et notamment des choses qui existent d'ores et déjà. Par exemple, depuis le mois de février de cette année, tous les employeurs européens, qu'ils soient publics ou privés, et ça concerne donc toutes nos villes, c'est le sujet de la conférence de ce matin, ont l'obligation de former les collaborateurs qui vont utiliser de l'IA. Et on a déjà des jurisprudences de tribunaux pour le monde de l'entreprise. Et en arrivant hier sur le sol québécois, on a appris qu'une première collectivité française était attaquée en justice par les partenaires syndicaux pour n'avoir pas suffisamment concerté ou formé les agents publics qui vont utiliser des IA. Parmi les autres éléments importants, il y a des dispositions spécifiques qui concernent les LLM et notamment la transparence sur les bases de données d'entraînement des LLM. Cette disposition est entrée en vigueur au mois d'août dernier. Elle pose d'énormes problèmes à Meta, à OpenAI et à quelques autres, et ça énerve beaucoup Donald Trump. Concrètement, ces sujets européens, on ne les vit pas tous les jours quand on est dans une ville. Par contre, dans une ville, on se pose tous les jours des questions sur la maîtrise et la compréhension des outils d'intelligence artificielle. Et nous avons construit, avec quelques territoires pionniers, une grille qui permet de travailler sur 4 grands axes, avant de décider si on déploie une IA et dans quelles conditions on peut la déployer. Le premier axe, ça peut paraître évident, c'est l'utilité. Est-ce que l'IA va vraiment apporter quelque chose d'utile qui va changer et nous apporter quelque chose dans le service public qu'on ne savait pas faire sans IA? Parce que des IA qui marchent très bien mais qui sont totalement inutiles, il y en a beaucoup. Et donc cette utilité, on va la mesurer d'un point de vue fonctionnel, le temps gagné, la performance, la précision, la rapidité. On va la mesurer aussi par rapport à la cohérence stratégique, par rapport aux politiques publiques. On parle d'une ville, on a des élus, il y a beaucoup de débats. Il y a aussi des élections municipales, je crois que c'est à la fin de la semaine pour vous. Pour nous, c'est dans quelques semaines. Au-delà de l'utilité, il y a la confiance. On sait que ces systèmes, qui sont pour la plupart très performants, présentent aussi des faiblesses. Et l'une des différences peut-être entre le monde de l'entreprise, notamment dans les usages commerciaux, par exemple, de l'intelligence artificielle et le monde du secteur public, c'est que si la performance globale est en rendez-vous, malgré quelques erreurs, si d'un point de vue commercial, ça change le résultat de mon entreprise, l'IA m'apporte un vrai plus. En matière d'action publique, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles, même si ça va plus vite et mieux pour beaucoup d'usagers, s'il y a des erreurs qui bafouent les droits de certains citoyens, en termes de redevabilité de l'action publique, ça va poser problème. Et donc, on a construit une grille d'analyse qui permet
de se poser la question de la capacité du service public à contrôler les biais et les erreurs, à mettre en place des règles de transparence vis-à-vis des citoyens sur l'utilisation de l'IA et à protéger la vie privée, bien sûr. Utilité, confiance et 2 autres axes. Celui qu'on a appelé l'IA frugale, c'est celui de l'empreinte environnementale, la question des équilibres qui doivent être faits entre le coût environnemental, énergétique, carbone, même si on a de l'énergie décarbonée, ici au Québec comme en France, et la réalité des gains qui sont apportés. Et enfin, l'impact sur les métiers du service public, c'est ce qu'on a appelé une IA capacitante, je vais y revenir dans le détail. On a publié cette grille, elle a évolué en plusieurs mois, ça a été le fruit donc d'un travail de recherche appliqué, et ça nous conduit à avoir des dizaines, même des centaines, près de 600 projets d'IA dans de nombreuses villes qui ont été analysés avec cette grille. Et vous avez là, par exemple, une forme de représentation de décision qui permet de dire cette IA, elle va être utile, elle fonctionne bien. On peut commencer d'abord à la tester. Et si après les tests, on a toujours ce diagramme, on va pouvoir la déployer. On en a d'autres, comme celle-ci, des IA qui ne servent pas à grand-chose, je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas l'impact escompté. Une bonne idée peut s'avérer en matière d'IA une perte de temps, d'argent, d'énergie. Alors on peut faire de l'IA pour de l'IA. On peut dire que c'est aussi un gage de modernité et de marketing, mais je crois qu'on en y est un peu revenu. Et puis d'autres où c'est l'inverse. On se dit, si on met ça en place, ça va être très utile, ça va être performant, mais attention, ça présente beaucoup de risques. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire que dans la phase de test, on doit corriger ces risques. Dans la phase de test, s'il y a des risques sur les biais et les erreurs, on doit s'assurer qu'on a formé les agents publics qui vont l'utiliser et qui seront en capacité de corriger les biais et les erreurs. S'il y a des vrais risques parce qu'il y a beaucoup de données personnelles d'atteinte à la vie privée, eh bien on va travailler sur d'autres solutions, avec de l'avatarisation, avec du cryptage, avec des modèles de traitement de données en amont qui vont permettre demain peut-être de déployer cette IA qui, en première analyse, nous paraissait risquée. Et c'est seulement quand on aura réussi à corriger ces points-là qu'on pourra envisager de les passer en production. Dernier point, nous avons conduit avec notamment le concours d'un laboratoire de recherche de l'Institut national de la recherche en IA, le Laboria, une réflexion spécifique sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers des fonctionnaires de nos villes. L'impact de l'IA et notamment de l'IA générative sur les métiers, on nous a dit énormément de choses, qu'il allait y avoir des centaines de millions d'emplois supprimés, puis finalement beaucoup moins, puis finalement que l'IA coûtait peut-être trop cher par rapport à certains métiers et qu'on garderait à la fois l'IA et les emplois. Et puis, dans un dernier rapport officiel remis au gouvernement français, qu'au final, tout ça allait être créateur d'emplois, même si ce n'est pas toujours les mêmes emplois qui vont évoluer. C'est compliqué quand on est à l'échelle d'une petite entreprise et à l'échelle d'une ville, de se dire qu'est-ce qui va se passer réellement pour les agents avec lesquels nous travaillons. Nous avons réuni un panel de villes volontaires avec également des apports de sociologues, des apports d'experts, des conditions de vie, les qualités de travail, qualité de vie, conditions de travail. Et nous avons produit là aussi une autre grille, un autre outil qui se penche sur 4 sujets. L'IA, on va en mesurer l'impact sur la performance. Est-ce qu'elle fait vraiment gagner du temps? Est-ce qu'elle fait gagner de la précision? Est-ce qu'elle augmente l'efficience et même l'engagement au travail professionnel de nos collaborateurs? Mais en même temps, quel est l'impact sur la qualité de vie et les conditions de travail? Peut-être que certaines des tâches répétitives, rébarbatives, fastidieuses qui vont être simplifiées et remplacées, on en avait aussi besoin, et vous avez tous lu des articles sur le fait que passer de certaines activités à d'autres peut faire des temps de respiration pour le cerveau, et on commence à nous dire que là où on a mis beaucoup d'IA en place, en vérité, le stress professionnel augmente alors qu'on nous avait plutôt annoncé l'inverse. Comment on mesure tout ça? Comment on observe tout ça? L'impact sur l'organisation du travail. Dans nos services publics, dans tous les pays du monde, aujourd'hui, on recherche de l'efficience, on cherche à alléger un certain nombre de coûts et de dépenses publiques. Si l'IA fait gagner du temps aux uns, est-ce qu'elle en fait gagner aux autres? Et comment ce temps gagné est réparti entre les uns et les autres?
notamment celles et ceux qui doivent préparer les datas. Et puis le dernier point sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est l'impact de l'IA sur le métier des managers, les chefs d'équipe, les responsables hiérarchiques qui tirent leur légitimité de responsables hiérarchiques de leurs connaissances, de leur diplôme, de leur formation, mais aussi de l'expérience. Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux de se retrouver aujourd'hui avec des collaborateurs qui peut-être vont accéder à un savoir, à des dispositifs qui vont peut-être remettre en cause leur légitimité. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être le superviseur de quelqu'un dont le job va être de superviser une IA? Ça aussi, c'est des choses nouvelles. Et comment on encadre cela? Beaucoup de ces IA sont très performantes, mais certaines font malgré tout très régulièrement des erreurs, nous le savons. Et je dis souvent, hein, intégrer de l'IA dans une équipe de travail, c'est peut-être vrai dans le monde de l'entreprise, nous on l'observe dans le monde du service public, c'est parfois intégrer un nouveau collaborateur surdoué, mais un peu tête en l'air. Et comment on intègre tout ça dans le fonctionnement. Nous avons construit donc ces outils à partir de ces centaines de cas et ces expériences, et simplement vous dire, en termes de conclusion pour respecter le timing, que quelques villes, mais aussi plus largement des grandes collectivités, les régions chez nous en France, l'équivalent de vos provinces, adoptent aujourd'hui des stratégies de déploiement de l'intelligence artificielle qui, pour certaines, intègrent ces outils comme étant des canevas, des grilles qui permettent d'accompagner la transition numérique nouvelle, mais très rapide et spectaculaire qui est en train de se produire. Je salue d'ailleurs la collectivité territoriale de Corse qui apparaît à l'écran, puisque c'est aujourd'hui que les élus corses votent cette stratégie à Ajaccio. Voilà, j'en ai terminé en vous disant que l'ensemble des outils que je viens de présenter sont donc publiés par l'Observatoire Data Publica, qui est une organisation à but non lucratif, que les grilles, les supports et les modes d'emploi sont tous publiés en licence ouverte et que vous pouvez donc à la fois vous en inspirer, les modifier, vous en saisir et les retrouver sur le site de l'Observatoire et le site de Civiteo à partir des travaux desquels nous avons constitué ce travail. Voilà, j'ai à peu près réussi à respecter le timing. Je vous remercie. On a une petite dizaine de minutes pour des questions-réponses. Alors merci, je vais répéter la question pour ceux qui sont en ligne, qui ne vous ont pas entendu. Merci de vos remerciements. Et vous posiez la question de savoir qu'est-ce qui va se passer pour les petites villes, les petites communes. C'est une question extrêmement importante parce qu'on voit bien qu'à part le fait d'utiliser un peu d'IA générative de façon simple, avec des systèmes qui sont gratuits, en tout cas pour l'instant, on voit bien qu'il faut construire des choses, il faut rassembler des données. Et la question de la mutualisation est tout à fait essentielle. La mutualisation, je vous donne le point de vue de France, de ce que nous observons, elle se fait de plusieurs manières. Elle se fait à l'échelle de nos intercommunalités, où parfois, avec les moyens de la ville-centre et de la structure intercommunale, on va pouvoir développer des outils qui seront mis à disposition des petites villes qui sont dans ces intercommunalités. Mais dans le monde rural en particulier, on a d'autres dispositifs de mutualisation. On a des agences du numérique. On a dans la salle l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle de la région Bourgogne-Franche-Comté qui conçoivent des dispositifs de façon mutualisée pour les mettre à disposition ensuite des petites villes. Et on a également tout un tas de systèmes de syndicats numériques, parfois des conseils départementaux. C'est une autre de nos strates administratives en France qui peuvent mettre à la fois des infrastructures en termes d'accès aux données, puis mutualiser l'achat de systèmes d'intelligence artificielle qui ensuite vont être rendus accessibles avec des abonnements qui deviennent accessibles, et prévoit également la formation, qui est un point très important aussi, parce que dans une grande ville, avoir un plan de formation à l'intelligence artificielle pour les cadres, peut-être pour les élus,
pour les managers, les équipes ensuite, c'est sans doute, même si c'est coûteux, plus accessible dans la politique de formation. Dans les petites villes, c'est difficile. Donc probablement la réponse à votre question, c'est la mutualisation. Est-ce que je peux rebondir puisque je préside l'Agence du numérique et de l'intelligence artificielle de Bourgogne-Franche-Comté, on est au début de l'histoire sur cette affaire quand même. Tout est à construire, parce qu'en particulier en France, on est sur des niveaux de collectivité qui sont sans ingénierie du tout. Et il y a un enjeu évidemment d'efficacité, d'efficience, mais il y a un enjeu politique plus vaste, qui est celui qu'on ne peut pas laisser des territoires complets en dehors de l'avancée techno. Parce que si on le fait, d'abord, ils vont prendre beaucoup de retard dans plein de domaines, et en plus, ça va alimenter un sentiment de déclassement dans ces territoires, qui, en France aujourd'hui, est un des ferments de la montée de l'extrême droite, ce qui, pour des gens normaux, est un problème. Alors, il nous reste 6-7 minutes pour d'autres questions. Oui, bonjour. Je travaille à la ville de Montréal. J'étais assez frappé par ton graphique sur les objectifs des usages des IA, sur le fait qu'il y avait très, très peu de solutions implantées qui étaient à la droite, dans le fond du graphique, donc des solutions de rupture. Et je me demandais si tu avais des explications à nous donner sur la raison spécifiquement de ça. Alors, je pense qu'il y a deux raisons principales liées à ce que sont les systèmes d'IA qui sont proposés aujourd'hui, parce que le service public est sous le flot d'une offre de services d'intelligence artificielle. Et puis après, il y a une raison qui est plus méthodologique. Les deux raisons principales, c'est que d'abord, c'est l'effet de l'IA générative, dont on voit beaucoup plus la manière dont elle va pouvoir aider au quotidien des acteurs, des agents du service public dans leur travail quotidien tel qu'il existe. Et ça n'a donc pas d'impact réel sur la conception des politiques publiques, sur l'efficacité, la mise en œuvre, etc. Oui, donc il y a un effet IA générative. Le deuxième effet, c'est que les systèmes qui ne sont pas de l'IA générative sont des systèmes qui vont permettre de la modélisation, de l'accélération, de l'optimisation à partir des données existantes. Et on va donc être plutôt dans la recherche de la performance des choses qui existent, en reproduisant, avec le pari que ce soit plus efficace, des modèles qui existent. La question méthodologique, ça serait de prendre le problème dans l'autre sens et de se dire, non pas qu'est-ce que l'IA peut m'apporter. Il y a un petit peu une injonction à mettre de l'IA partout actuellement, ça va certainement se calmer un petit peu dans les années qui viennent, mais de se dire, est-ce qu'on a des politiques publiques à réinventer dans lesquelles l'IA va être un levier pour le faire? Je vais prendre un exemple sur l'action sociale. Par exemple, tout ce qui va être la modélisation des parcours des personnes qui bénéficient d'aide sociale, l'intelligence artificielle pourrait permettre, certains ont commencé à y travailler, à inverser les politiques d'aide sociale pour faire des politiques de prévention et de prévention des situations de non-recours. Et là, ça fait longtemps que, j'allais dire mathématiquement, statistiquement, avec des règles de probabilité, ça n'est que de la data, excusez-moi de le dire comme ça, on devine, on voit la façon dont on pourrait concevoir de nouvelles politiques, mais on n'a pas été au bout de cette logique-là. Et peut-être que l'IA pourrait être un formidable accélérateur pour faire basculer la conception de ces politiques et les prendre, entre guillemets, à l'envers par rapport à des décennies d'approche. Donc c'est peut-être aussi une question de à quel moment on se pose la question de la refonte des politiques et comment l'IA peut aider, plutôt que de réagir à l'idée que l'IA, partout où il y a de la data, va accélérer, amplifier les choses. Ça pose la question de la place des laboratoires d'innovation, de la manière dont la data et l'IA sont utilisés dans des laboratoires d'innovation, de savoir si l'innovation, c'est d'utiliser l'IA ou si c'est l'IA pour refondre les politiques publiques. Alors, je crois qu'on... Allez-y. Bonjour, merci. J'aimerais avoir votre vision et votre avis sur aussi le rôle de l'IA sur l'action climatique des territoires. Voilà, vers où ça s'en va, quelles sont les opportunités, les défis? Merci infiniment de cette question. Il me reste 2 minutes malheureusement parce que je prendrai volontiers une demi-heure supplémentaire sur ce point-là. Il se trouve que nous sommes aujourd'hui avec une petite délégation
de villes et de collectivités françaises ici à Montréal et que nous avons travaillé hier toute la journée avec des villes québécoises pour lancer un programme de coopération sur l'IA et la résilience, de se dire qu'il y a aujourd'hui des enjeux liés à la transition climatique qui sont des enjeux majeurs que toutes nos villes subissent, auxquels elles doivent se préparer et sur lesquels il y a 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'on a immensément de données disponibles. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on a le sentiment de ne pas maîtriser grand-chose. Ça va être le cas par rapport à l'eau, que ce soit les inondations ou les sécheresses. Ça va être le cas par rapport à la chaleur et les canicules. Ça va être le cas par rapport aux incendies. Ça va être le cas d'un certain nombre de sujets dont on voit qu'ils s'accélèrent et prennent de l'ampleur au niveau planétaire dans le contexte du réchauffement climatique. Et pourtant, c'est des sujets sur lesquels il y a à portée de main énormément de données, mais assez peu de modèles qui permettent de régir l'action quotidienne des villes. Des grands modèles, on les a, les mesures d'impact, on les a, mais quand des catastrophes surviennent, pour les prévenir si possible et atténuer le changement climatique, pour accélérer l'adaptation au changement climatique et pour anticiper la gestion de crise, nous faisons le pari que l'intelligence artificielle peut être un facteur d'innovation dans la conception et dans la conduite des politiques publiques, à 2 conditions. La première condition, c'est que chacun ne construise pas ses petits systèmes. Petits, c'est péjoratif, certains sont des gros systèmes qui coûtent cher et qui font appel à des expertises de très haut niveau, mais que chacun ne construise pas ces systèmes avec uniquement son territoire et ses données. Parce que sinon, il va falloir les reproduire territoire après territoire, mobiliser à nouveau beaucoup de données, mobiliser à nouveau énormément de puissance de calcul, et on n'y arrivera pas. Et donc, cette première condition, c'est que l'on ait des villes qui acceptent, qui décident de mettre des données en commun, alors qu'elles sont différentes, qu'elles sont grandes, qu'elles sont petites, qu'elles sont rurales, qu'elles sont au bord du littoral ou ailleurs. Et ça va être une première chose importante. La deuxième condition, c'est qu'il y ait sur ces intelligences artificielles, au service des villes, des territoires, donc des habitants, une approche permettant une certaine maîtrise. Je reprends le mot souveraineté, il n'a pas tout à fait le même sens dans tous nos pays francophones, mais la question de la maîtrise de ces outils, d'une certaine éthique, de son impact environnemental aussi qui doit être maîtrisé. Et la deuxième condition, et donc en réponse à votre question, moi je fonde beaucoup d'espoir sur l'intelligence artificielle, sur ces sujets-là, pour nos villes. Et nous en avons terminé. Merci beaucoup, M. Priol. Votre passion est contagieuse. Alors, je vous remercie pour cette classe de maître. On prend une toute petite pause. On sera de retour à 14h pour un autre panel. Merci.